On le voyait un peu président fondamental à courrier à le directeur parce que, à Nicolas Revel, parce que en fait l'AGEPS avait refusé ça en disant qu'il n'y avait pas finalement de différence entre, justement c'est pour ça que j'en parle là, de différence entre la kétamine et l'eskétamine, alors que le coût de la kétamine ça ne coûte rien la kétamine, sauf que l'argument parce que Janssen, évidemment, l'AP disait baisser les prix, mais Janssen ne peut pas faire ça, parce que s'ils font ça, je veux dire, l'ensemble des hôpitaux vont diminuer les prix, et donc, je veux dire, pour eux, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Et en fait, l'hôpital n'a pas sauté en disant qu'il n'y a pas de différence, Alors, ce qui est quand même un peu dommage, parce que ça veut dire que les centres APHP, alors que vous allez à Sainte-Anne, c'est ira gratis, je veux dire... Philippe Gourgoud, Raphaël Gaillard et son service, son pôle, en font 10 ou 15 par jour. C'est même en ambulatoire. Ah oui, on en reparlera justement ça à la fin de la structure, l'impact que peut avoir ça sur l'organisation des soins. Et puis surtout, dans un temps, l'argument utilisé beaucoup par Gaillard, et il a raison, l'argument qu'on va essayer de faire entendre auprès de l'administration, dans un temps où il y a une réduction des ressources, en particulier infirmières, je veux dire, on peut faire, parce que la kétamine IV, d'abord il faut avoir des seringues autopulsées, nous on en fait à peu près 3-4 par jour à l'hôpital de jour, mais je veux dire, ça prend du temps, et puis c'est pas du tout pareil d'un point de vue psychologique pour les gens, de surveiller quelqu'un à qui on a mis un peu de kétamine dans le nez, que quelqu'un qui est sous perfusion pendant 40 minutes, voilà, quand bien même les effets sont les mêmes, Donc je pense qu'il y a là un mauvais calcul. Bon, il y a peut-être d'autres arguments qu'on ne maîtrise pas au niveau de ça. Et puis il y a aussi le fait que l'accès à l'innovation en psychiatrie, parce que, alors c'est là notre position est difficile, parce que bien évidemment quand on avait fait ce courrier, on avait défendu un truc plus général, parce que sinon les gens vont dire, vous êtes des sous-trop de Janssen, etc. Bien évidemment c'est un peu compliqué, mais globalement il n'y a pas de différence, on va dire, entre les deux. Alors ce qu'ils veulent nous imposer maintenant, c'est en fait, par contre, l'eskétamine est utilisée en anesthésie et ils veulent qu'on utilise l'eskétamine en IV aussi, pas en sachant que, bon là il n'y a pas de différence, sauf qu'il y a moins d'études en IV et les doses seraient peut-être diminuées de moitié. Puisque le S, l'idée, c'est pour ça que Janssen avait développé le eskétamine, c'est que l'énantiomère S serait plus efficace que le R, où on n'aurait pas les mêmes effets. Alors, on a vu l'efficacité dans les essais. Alors récemment, il y a eu un travail qui était intéressant aussi, qui est publié en 2022, et qui là était plutôt une mesure d'efficience, c'est-à-dire qui a évalué toutes les utilisations et les publications sur la kétamine, mais en dehors d'essais thérapeutiques contrôlés. Donc c'est-à-dire dans la vie réelle, on va dire, dans la vie réelle. Et ce qui montre, bon là je vous passe, mais ça fait quand même 2050 sujets, donc ce qui est quand même pas mal. Et en fait ce qui montre, c'est que on a quand même un effet de réponse de 55% des patients. Encore une fois, c'est des patients déprimés résistants, souvent avec de nombreux échecs de traitement. 30% de rémission, une amélioration de 42%, et là ici c'est le poids des études, bon ça on s'en fout, mais le poids des études sur la contribution de chacun des études sur les différents effets. Avec aussi, vous voyez, l'effet anti-suicide qui a été déjà évoqué. Donc, la kétamine, ça a l'air de marcher, ça marche dans les essais thérapeutiques, ça marche dans la réalité. Nous, c'est ce qu'on voit aussi, si on parle maintenant un peu de l'expérience qu'on a, c'est ce qu'on voit. En même temps, comme toujours, c'est pas non plus la panacée quand même, c'est pas non plus, je veux dire, il y a des malades qui ne répondent pas. Et surtout, et c'était pour ça qu'on voulait aussi utiliser kétamine et eskétamine pour savoir un peu le positionnement des uns et des autres. Et puis surtout, on voit qu'on positionne mieux maintenant la kétamine dans le service, parce qu'on s'aperçoit par exemple que les premiers cas que l'on a fait sont des gens qui étaient des malades qui avaient résisté à tous les traitements, y compris des fois aux ECT, etc. Donc en fait, qui étaient, j'allais dire, à un niveau très élevé de résistance. Et en fait, ces malades-là, c'est pas forcément les meilleures indications en fait. L'indication, je pense, c'est un peu celle que d'ailleurs a dégagé l'eskétamine, c'est-à-dire c'est plutôt le niveau 2 de résistance, c'est-à-dire échec de 2 antidépresseurs, ce qui est classiquement la définition du niveau de résistance par une approche catégorielle. Et souvent chez des malades éventuellement qui sont un peu anxieux,
crois que j'en parle après non, j'en parle pas des malades qui sont souvent un peu anxieux, des idées suicidaires, et peut-être qui ont des antécédents familiaux d'abus d'alcool, par exemple, ça avait été un peu montré. Mais encore une fois, je pense que, puisque ça c'est une question qui se pose, alors il va y avoir les recommandations là, qui vont bientôt sortir, des nouvelles recommandations de la FPBN sur la prise en charge des dépressions résistantes, mais le positionnement de la kétamine dans les algorithmes de traitement, il n'est pas tard en fait, hein. Il faut le mettre assez tôt dans le traitement et pas après échec, même si ça vaut le coup d'essayer de temps en temps, mais on voit bien dans le service. Alors, les contre-indications, bon, il y en a très peu, en fait, elles sont plus d'origine cardiaque. Alors, à un moment donné, c'est vrai qu'on avait peur, puisque vous savez que la kétamine a été utilisée aussi comme outil d'exploration, éventuellement pour induire des symptômes de la série psychotique, etc. Et en fait, nous, on l'a déjà utilisé chez des malades délirants. Il n'y a pas de problème, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait vous aussi. De toute façon, le malade il délire, il ne va pas délirer plus. Hein. C'est vrai, hein. On l'a déjà fait chez les malades, et qui, avec des effets, parfois sont très bons. Hein. Alors, la question, c'est bien évidemment comment on l'administre. Est-ce que nous, on fait 2 à 3 fois par semaine, 8 à 12 séances. En fait, c'est assez proche du programme, j'allais dire, des ECT. Le programme des ECT. La question, ça va être après l'espacement et la question de la consolidation et la maintenance, c'est-à-dire combien de temps on fait. Et là, quand même, on s'aperçoit que si on utilise au long cours, il y a quand même un risque des problèmes vésicaux, des problèmes d'abus. Et peut-être des troubles cognitifs. Hein. C'est pour ça que nous, on ne fait pas de programme de gens, alors que je sais qu'aux États-Unis, il y a des cliniques de kétamine et je ne sais pas si c'est de kétamine, où les gens viennent régulièrement, pendant des mois, faire régulièrement de la kétamine. Nous, on ne fait pas ça. C'est quoi les effets sur la vessie? Ben, je ne sais pas, mais précisément, mais je sais qu'il y a des anomalies vésicales, des troubles probablement des cystites interstitielles ou des choses comme ça. C'est quand même grave. Et le risque d'abus, on a, hein, parce que des fois, on a des patients en plus qui utilisent, enfin, il y a d'autres patients qui des fois avaient pris de la kétamine, qui avaient des malades du 3e qui étaient en unité de sevrage complexe. Alors, après, il y a un autre, et je reviendrai après, bien évidemment, après sur d'autres aspects, mais il y a un autre élément qui est en plein développement, dont vous avez entendu parler, dont on parle beaucoup, hein, et même par exemple au prochain congrès de l'encéphale, il va y avoir 2 ou 3 sessions sur les psychédéliques. Ce sont j'allais dire, le renouveau un peu des psychédéliques. Alors, il y a toute une question de savoir est-ce que la kétamine est apparentée, qui sont plutôt des anesthésiants dissociatifs, est-ce qu'ils sont apparentés aux psychédéliques, puisque vous savez qu'un des mécanismes d'action classiques des psychédéliques, ce sont des agonistes des récepteurs 5-HT2A. Et bon, il y a des débats là-dessus, parce qu'il y a aussi des effets opioïdes de la kétamine, il y a aussi des effets sérotoninergiques, des effets dopaminergiques au-delà des effets glutamatergiques. Donc c'est probablement arrangé un peu dans la même famille. Alors, les psychédéliques, alors celui qui a été le plus utilisé, c'est en fait dans la dépression, c'est la psilocybine. Et il va y avoir un essai qui va démarrer prochainement, dans lequel va participer le service et aussi les équipes, enfin, il y a d'autres équipes en France, mais en particulier l'équipe de Raphaël Gaillard au GHU avec Lucie Berkovitch, qui travaille beaucoup, qui avait fait, comme vous dit, Raphaël avait fait un postdoc champignon, hein, parce que la psilocybine c'est un dérivé des champignons, hallucinogène. Alors la grande étude qui a été publiée récemment dans le New England, qui est une des études avec le plus de participants, vous voyez, il y avait finalement 233 patients qui avaient été randomisés. En fait, alors, qui avaient été randomisés dans 3 groupes, hein, soit un groupe qui recevait 25 mg là c'était une seule dose de psilocybine, 10 mg ou 1 mg, qui était supposé constituer le groupe contrôle. Alors, bien évidemment, et c'est là, même si on peut accompagner, parce qu'on l'a bien vu nous au départ, quand on a fait les kétamines, au départ, puisqu'il y avait nécessité de surveiller quand même la tension, la fréquence cardiaque, les effets dissociatifs, on avait un petit peu peur au début quand on a fait la kétamine, on les a fait en salle de réveil avec les ECT.
Et en fait, les patients, on ne dit plus jamais. Hein. Je veux dire, après, rapidement, mais d'abord, c'est pas dangereux, en fait, il suffit d'en faire plusieurs après. Et après, les patients, enfin, avec tout le bruit qu'il y a par rapport à l'expérience qu'ils vivaient, ils disaient ah non, moi, je ne veux plus jamais ce truc-là. Donc ensuite, on les fait maintenant. Alors, on s'est arrangé pour pouvoir les faire dans l'ensemble du service, mais sinon, on les fait, même si des fois on descend les gens, on les fait à l'hôpital de jour dans un environnement assez calme, avec des gens qui sont habitués à le faire. Et l'idée des psychédéliques, c'est pareil, mais c'est encore plus marqué, puisque par exemple, dans cet essai, et là dans l'essai auquel on va participer, qui est la suite, ça c'est une phase 2, on va participer à la phase 3, qui est l'extension de cet essai, qu'on passe là, en fait, il y a nécessité d'un accompagnement psychothérapeutique. C'est-à-dire que non seulement on doit prendre le produit dans des conditions, il y a un accompagnement pendant l'administration et il y a un accompagnement pendant 8 heures d'un point de vue psychothérapeutique. Et les psychothérapeutes, les équipes qui vont participer sont en train de se former pour qu'il y ait une homogénéisation des accompagnements et ce qu'ils appellent à la fois accompagnement et aussi intégration. Donc on voit que c'est aussi intéressant par rapport à ça, puisque c'est une sorte de psychothérapie intégrée, de traitement intégré. Alors, dans cet essai, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y avait un effet bénéfique de la psilocybine à 25 mg, qui était supérieur au 10 mg et supérieur à 1 mg. Le 10 mg étant lui-même supérieur à 1 mg. Donc il semblerait quand même avoir un effet qu'on voit là, très net, et on voit qu'il dure aussi également. Alors, pour des raisons statistiques un peu complexes que je n'ai pas forcément maîtrisées, mais ils disent, même si on s'aperçoit qu'au niveau de la réponse et de la rémission, donc la rémission c'est un score Hamilton, MADRS inférieur à 10, en fait il y a aussi... c'est jusqu'à combien de jours? Là c'est jusqu'à 12 semaines. 12 semaines hein. Oui. Avec une seule dose. Alors que dans l'essai, il va y avoir possibilité de réadministrer des doses en accompagnant, etc. Donc quand même un effet assez impressionnant de ça. Alors personnellement, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà essayé ici, mais personnellement, je ne l'avais jamais fait, puisque c'est pas encore disponible. C'est pas encore disponible. Alors, il y a quand même déjà même des revues que méta-analysent toujours Roger McIntyre et Rosenblatt, là, qui montrent encore une fois un effet très net et en faveur de la psilocybine dans la dépression. Alors, ça a même été utilisé dans les patients qui avaient des syndromes dépressifs dans un contexte de cancer. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. On attend l'essai thérapeutique, on va voir, qui là, cette fois-ci, est un essai avec possibilité de réadministrer les doses après 3 semaines. Et aussi, l'autre point, c'est la possibilité d'avoir un suivi au long cours, un suivi plus important, parce que là, le suivi s'arrêtait à 12 semaines, alors que là, on va aller jusqu'à 6 mois. C'est un essai international, et donc l'intérêt, c'est de pouvoir aussi faire ces formations psychothérapeutiques. Alors, le point qui est quand même intéressant avec ces deux types de familles de traitements, on va dire, et qui les différencie, enfin, de mon point de vue, des traitements classiques, c'est bien évidemment les effets rapides, encore une fois, hein, puisque on voit ça, ces effets. Alors, avec l'expérience à la kétamine, les effets c'est plus à 24 heures qu'à 2 heures ou 4 heures, hein, quand même. Hein. C'est pas par rapport à ce qui nous a été annoncé au départ, c'est plus 24 heures, mais quand même à 24 heures, on voit ça. Même s'il y a des patients qui, des fois, il faut 2 ou 3 injections pour qu'ils aient un effet. Et puis, bien évidemment, le deuxième élément, et qui pose question de savoir est-ce que c'est lié ou pas, c'est bien évidemment les phénomènes qu'on pourrait qualifier de dissociatifs, hein, dont on voit ici éventuellement la phénoménologie qui est peut-être extrêmement variable, hein, mais que vous avez déjà observé quand vous avez fait probablement. Vous faites-vous de la kétamine ici Alors, pas en pratique courante. Ah oui. Parce qu'on s'était dit on va attendre le résultat de l'essai. Ah oui, l'essai. Oui, mais dans les inclusions, on en a plus 5 jeunes.
il y a eu vraiment... Des effets dissociatifs. Oui, en particulier l'un d'entre eux. Et on se disait, bon, bah là, c'est pas le placebo a priori, mais, versus d'autres. Il y avait le midazolam qui était assez... il y avait des effets assez nets, et du coup, elle est dissociative, assez marquée. Alors, ces effets dissociatifs, ils peuvent être extrêmement variables. Alors, je pense qu'ils sont moins forts que ceux qui sont attendus, j'allais dire, dans les psychédéliques, après en parler, même si encore une fois, moi, j'ai pas d'expérience avec les psychédéliques. Ce qui, en général, ça s'accompagne quand même d'éléments plutôt... d'éléments de bien-être, d'accompagnement. Enfin, alors, c'est certain... parfois, et alors là, après, c'est impossible de continuer de le refaire après. C'est-à-dire que quand les gens ont eu, on dirait un bad trip, c'est-à-dire quand ça s'accompagnait de dépression, d'anxiété, etc., là, les gens ne veulent plus recommencer. Parce que là, ils disent qu'ils étaient trop mal. Mais sinon, ils disent qu'on a l'impression de flotter, de distorsion du temps. Et en général, donc c'est. Alors, la question, c'est bien évidemment, est-ce que cet effet dissociatif contribue-t-il à l'effet thérapeutique? Les données sont contradictoires dans la littérature. Moi, je suis convaincu que... d'ailleurs, c'était une discussion qu'on avait avec Janssen, puisque Janssen disait « Ouais, mais nous, on n'a pas forcément... » Alors, c'est vrai que ce qu'on observe, on n'a pas forcément d'effet dissociatif, et pourtant, le traitement marche, c'est vrai. Il y a eu un papier aussi récent qui la montrait chez des gens à qui on a fait de la kétamine comme anesthésiant et qui, en fait, avait mesuré la dépression avant et après l'anesthésie, et il s'améliorait, alors qu'il forcément, il dormait, il n'y avait pas d'effet dissociatif. Mais il y a des études qui montrent qu'il y a peut-être des effets. Donc on est en train de l'évaluer de manière plus précise. Par contre, ce qu'on constate aussi, c'est qu'au cours du temps, il y a d'abord c'est un effet qui dure le temps de la perfusion, hein, c'est-à-dire ça dure les 2 heures, hein, c'est pas un effet durable comme justement le LSD. Et puisque dans le LSD, nous on a, bon c'est un endroit calme, mais dans le LSD ils font même de la musique, enfin, c'est tout un truc, la pièce, ils sont en train d'aménager la pièce dans l'hôpital de jour par rapport à ça. Alors que dans la kétamine, bon, on est dans un endroit calme, on n'a pas dû faire une pièce, c'est une pièce qui est dédiée par rapport à ça, mais je veux dire, elle n'a rien de particulier. Ce qu'on observe, ce que je voulais dire, oui, c'est qu'au bout du temps, en fait, au bout de la répétition des doses, on a une disparition de l'effet. Au bout de la 3e perfusion, souvent les gens, il n'y a plus d'effet, il n'y a plus de cet effet dissociatif. Par contre, alors quand on réaugmente les doses, c'est-à-dire qu'on passe à 0,75 ou 1 mg/kg, là on voit réapparaître l'effet dissociatif. Alors, il y a ça, alors on a essayé d'expliquer, ça c'est juste pour faire un peu une petite aparté sur un travail qu'on avait fait avec Hugo Botman et Liane Schmidt à l'ICM par rapport aux effets de la kétamine, qui sont plus ou moins liés, on pourra en discuter avec, à mon avis, à l'effet dissociatif. C'est du fait de cet effet glutamatergique, des effets potentiellement sur la mise à jour et la révision des croyances. Alors, ça c'est en fait une tâche qui avait été élaborée par Tali Charotte, avec qui d'ailleurs on a collaboré, qui est une tâche cognitive assez simple, hein, peut-être vous en avez déjà entendu parler, qui est une tâche de révision des croyances. Et donc en fait, ce qu'on demande aux gens, c'est assez simple, on leur dit voilà, vous allez estimer croyance pris au sens ici de probabilité de survenue d'un événement. Vous allez nous dire, est-ce que vous pensez, bon là on a mis un exemple comme ça, est-ce que vous pensez que vous allez souffrir dans les années qui viennent d'un cancer? Et alors les gens peuvent dire, bon alors là bien évidemment c'est fictif, hein, peut dire comme réponse, bah oui. Alors en général on peut leur poser des événements agréables, positifs, mais on leur posait là uniquement des événements négatifs. On leur dit, est-ce que vous pensez que vous allez avoir, je sais pas, vous allez divorcer, vous allez faire voler votre carte bleue, perdre votre portefeuille, faire un accident de voiture, etc. Et on leur dit, bon, est-ce que vous pensez que pour vous, cet événement va survenir? Et puis ensuite, on leur demandait la confiance que vous avez, bon ça c'est pour autre chose. Et puis aussi on a fait, même si on ne l'a pas vraiment analysé dans ce travail, est-ce que vous pensez que pour autrui, je veux dire la fréquence de survenue d'un événement, ce qui est surtout important, c'est qu'on leur donnait, même si c'est un peu faux, hein, en fait, hein, on n'a pas été chercher dans des statistiques, et d'ailleurs les statistiques dans la formulation étaient un peu, puisque en fait en fonction du taux de base, il y a aussi quand même nécessité
d'ajuster le taux de base en fonction de réponse de l'individu. On leur dit, écoutez, en fonction des algorithmes des assurances, votre âge, votre comportement, vos habitudes, etc., on leur disait, voilà, a priori, le taux de base, c'est 40%. Et donc, soit en fait, les gens disaient 40%, soit s'ils disaient 20% et qu'on leur disait 40%, vous voyez qu'en fait, l'information n'est pas la même. Puisque d'un côté, vous avez une information, si vous pensez que c'est 80% alors que c'est 40%, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors que si on vous dit 20% et vous pensez 20%, c'est 40%, ça devient une mauvaise nouvelle. Donc c'est ce qu'on appelle l'erreur de prédiction, en quelque sorte, c'est-à-dire l'écart entre votre évaluation et le taux de base. Et en fait, ensuite, on redemande aux gens, maintenant que vous connaissez le taux de base, à combien vous estimez, alors on leur représentait pour pas qu'il y ait des problèmes de mémoire, à combien vous estimez réellement votre taux de probabilité d'avoir cet événement négatif. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que chez les sujets normaux, il y a une asymétrie dans la mise à jour de ces croyances, c'est-à-dire qu'ils vont tenir compte plus des informations positives au sens de l'écart, que des informations négatives. Donc, quand on va leur dire cancer 80% versus 40%, ils vont dire c'est une bonne nouvelle. En fait, après, on leur dit combien, là, ils vont baisser par exemple de 80 à 50. Tandis que quand ils disent cancer à 20 et qu'on leur dit non, c'est 40 pour vous, désolé, en fait, les sujets normaux restent plutôt à 20%. Où ils négligent plus les informations négatives que les informations positives. C'est ça qu'on appelle l'asymétrie de la mise à jour des croyances, qui en fait est une forme de biais, optimiste, et qui est un biais solide, qui a un rôle important, qui est aussi déterminant dans la santé physique comme mentale. Donc ça, on est parti de là, en sachant que, ça c'était une revue qu'avait fait Hugo dans sa thèse de médecine. En fait, il y avait quelques études qui avaient été faites chez des déprimés, pas forcément des déprimés résistants, qui montraient qu'en fait il y avait une perte de ce biais optimiste, qui pouvait être soit liée au fait qu'il y avait une mise à jour moindre des événements, des informations positives, ou donc ils négligeaient les informations positives, ou une augmentation de la mise à jour des informations négatives. Toujours est-il que la différence entre les deux était faible, et vous voyez en plus que plus le score de dépression était élevé, plus le biais diminuait, le biais d'optimiste mesuré par ce type de tâches. Alors, ce qu'on a fait, nous, ça c'est le travail que l'on a fait, c'est qu'on a essayé de voir comment évoluer au cours du temps sur une semaine cette tâche en fonction d'infusion de kétamine, de perfusion de kétamine. Alors on l'a fait à 4 heures pour se dégager un peu de l'effet dissociatif. On a mesuré l'effet dissociatif, malheureusement on n'avait pas toutes les mesures qui fait qu'on n'a pas pu voir en quoi ça expliquait. Et donc on a fait 2 mesures. Une mesure à 4 heures après la première infusion, deuxième infusion de kétamine, et une mesure pareil à 4 heures à 7 jours après la troisième infusion perfusée. Et puis on a regardé l'évolution. Alors on a fait un groupe contrôle. Alors bien évidemment on aurait dû faire ça, mais on ne l'a pas fait, c'était un peu compliqué, c'est-à-dire il aurait fallu donner de la kétamine chez le groupe contrôle pour voir ce qui se passait. Mais en fait on ne l'a pas fait, on a simplement fait 2 mesures chez le groupe contrôle. Le groupe contrôle, ça veut dire pas du tout déprimé. Et vous voyez qu'en fait, dans le groupe contrôle, eh bien en fait, comme attendu, ça c'est la mise à jour pour les informations positives, ça c'est la mise à jour pour les informations négatives. Vous voyez ce biais optimiste qui est cette différence, c'est-à-dire je mets plus à jour, je révise plus mes croyances quand j'ai une bonne nouvelle que quand j'ai une mauvaise nouvelle. Ça diminue un petit peu, ce qui traduit un peu, un peu la régression à la moyenne, même si dans la formulation de la tâche on tient compte de ça. On tient compte de ça et du rang de fréquence de présentation des événements, etc. On voit quand même que ça persiste. Chez les déprimés, qui étaient des déprimés résistants, donc ça c'était une première fois que les gens avaient fait ça, on voit que, en fait, il y a une suppression de cet écart, même si on s'aperçoit qu'il y a quand même une tendance à aller avoir, alors que c'est déprimé quand même résistant, et qui en fait, en plus, n'était pas une bonne population, on reviendra par rapport à ça, par rapport à maintenant, mais on voit qu'il persiste quand même à mettre à jour au niveau positif, mais manifestement l'écart est supprimé par rapport à la mise à jour des informations négatives. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est 4 heures après la première infusion, et ensuite 4 heures après la troisième, on avait une diminution très nette
de la mise à jour des informations négatives et une légère augmentation des informations positives. Ce qui fait qu'on restaurait le biais à 4 heures. Dès 4 heures, on restaurait ce biais et on s'aperçoit que c'était en fait prédicteur de la réponse à 7 jours. Alors on n'a pas eu de suivi, là on est en train de le refaire à 1 mois. Et après on avait fait, alors il y avait eu 2 choses qu'on a fait. On a fait un modèle computationnel, et c'est ça qui fait la force de ce travail, un modèle computationnel pour regarder comment cet effet évoluait. Et on a aussi fait une analyse dite de médiation et qui montrait bien que en fait c'était bien ça qui médiait l'effet thérapeutique au-delà de la corrélation. Il y avait un effet de médiation. Alors, ce qui est intéressant, alors par exemple, par rapport à ce biais optimiste, là, il y a un travail qu'on va bientôt publier. On a aussi on a regardé, par exemple, pendant la période on a étudié ça, pas chez des déprimés, là, mais chez les sujets normaux. Pendant la période Covid, au moment du confinement, il y a une perte de cette asymétrie. C'est-à-dire que les gens avaient, et ça avait déjà été montré dans la littérature, c'est-à-dire qu'en raison de menace, parce que sinon, ça veut dire que ce biais, il ne serait pas adaptatif. C'est-à-dire qu'il est adaptatif dans un certain sens, à un moment donné, même si, quand même, on pourrait penser quand même que, je ne sais pas si vous vous souvenez, si on se projette en arrière au moment du Covid, quand on regardait ce qui se passait chez les Italiens aux environs du 12 ou 13 mars, on disait oh là là, alors que 2 jours après, tout le monde. Donc en fait là, on avait encore ce bioptimisme, puis d'un seul coup, on a pris ça dans un truc, on a comme t'étais d'accord Moi j'étais en Italie bon. au février. Je peux vous dire que quand je suis revenu en France, j'ai dit ils sont malades. Ils ne se rendent pas compte. Oui, mais à mon avis, il avait gardé ce truc-là en disant gardez un truc optimiste, ça ne va pas venir chez nous. Enfin, c'était ça va s'arrêter, c'était le nuage de Tchernobyl, quoi. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on montrait, c'est qu'il y a une mise à jour de la vision des croyances. Moi, je pense, on pourra en discuter, y compris par rapport à des théories de psychologie sociale qu'on appelle la théorie du management de la terreur, par exemple, qui est plus appliquée au PTSD, mais dès que la dissociation, c'est l'inverse. Moi, je pense que la dissociation contribue à l'effet de ce mise à jour de révision des croyances, et c'est pour ça qu'on a de nouveau prolongé cette étude, on a obtenu financement ANR. Mais là, on utilise en plus de l'imagerie, et en plus on compare ça avec les effets, parce que la question que ça pose, il y avait Catherine Harmer qui avait montré les effets émotionnels précoces des antidépresseurs, et est-ce que c'est dissocié ou pas par rapport à ça. Juste un point qui était intéressant, c'est que dans cette étude, en fait, c'était les premiers malades, parce que ça a mis du temps, parce qu'encore une fois, c'était pas un essai clinique, donc c'était, j'allais dire, en pratique clinique courante. Dans ce travail, en fait, c'était les premiers malades que l'on a fait sous kétamine. Et en fait, on n'avait d'une part pas d'expérience par rapport aux indications, donc c'est-à-dire que c'était des malades qui étaient vraiment très résistants, en échec de tout traitement. Et en plus, c'était des malades souvent qui nous demandaient, et ça c'est un point, je pense, important, c'était des malades qui nous envoyaient, comme vous devez avoir, en disant, ils nous écrivaient en disant, on est désespérés, est-ce que vous faites ce traitement, etc. Et donc c'était des malades qui avaient des attentes très importantes vis-à-vis de ce traitement. Et en fait, on s'est aperçu qu'on a mesuré, parce que ça c'est Liane Schmidt qui est chercheur au CERN et qui co-dirige l'équipe avec moi à l'ICM, en fait, c'est sa thématique, les attentes, les croyances, le placebo, entre parenthèses. On s'est dit, elle a dit dans cet essai, dans cette étude, on va mesurer les attentes des gens avant le traitement. Et en fait, on s'aperçoit que les attentes étaient aussi un déterminant de la réponse au traitement, alors que c'est des malades très déprimés dont on pourrait penser, voilà, donc les malades, plus ils avaient des attentes positives, plus ils répondaient au niveau du traitement. Alors vous allez dire, bon, c'est un effet placebo connu, effectivement, on sait que dans la dépression, il y a un taux élevé de réponse au placebo. Il y a ce travail qui est vraiment un travail très intéressant, qui a été fait, qui est plus un travail de simulation, qui montre que la taille de l'effet du placebo, c'est-à-dire la différence vis-à-vis des antidépresseurs, la taille de l'effet des antidépresseurs est très faible. Et en fait, ce qui montre, et vous savez que la plupart du temps, dans les essais thérapeutiques, en fait, l'écart entre le médicament et le placebo est de l'ordre de 2 points ou 3 points sur les échelles. Ce qui pose une question, qui fait qu'il y a même des gens qui, à un moment donné, ont dit les antidépresseurs, même d'ailleurs, comment il s'appelait à l'époque, qui était à Caen ou à Rouen Zarifian, alors qu'il avait fait toute sa carrière. De l'ado, j'avais fait en 2003. J'ai fait une étude sur placebo chez l'adolescent. J'avais même comparé, parce que c'était exactement les mêmes essais, les sérotoninergiques dans le TOC
dans les troubles anxieux et dans la dépression. Et en fait, il y avait une différence significative de la réponse placebo, qui est beaucoup plus élevée dans la dépression. Et ce qui prédisait la réponse au traitement, c'était la hauteur du traitement placebo, de la réponse placebo. Finalement, quand je dis la réponse au traitement, la différence. Et pas l'effet réellement dans le bras antidépresseur. Quelle que soit la pathologie d'ailleurs, c'était pas aussi dans le top. Et alors là, ce qu'ils montraient là, parce qu'en fait, ils ont pris les données, bon, je ne suis pas rentré dans le détail de ça, mais c'est vraiment un travail intéressant. Ils ont pris les données des réponses placebo et ils ont simulé en disant, voilà, si on avait un antidépresseur avec telle taille de l'effet, etc. Il faudrait avoir, pour pouvoir avoir un effet significatif, c'est-à-dire plus, par exemple, de 5 ou 7 points, il faudrait avoir une taille de l'effet de l'ordre de 1, 20, etc. Ce qui en fait s'observe jamais, quoi. Donc autrement dit, ils disent on n'arrivera jamais à montrer des antidépresseurs dont on pourrait considérer que la taille de l'effet est vraiment majeure par rapport, et la différence est vraiment majeure. Alors ça on peut le voir comme, j'allais dire de manière négative, on peut le voir comme de manière négative, comme effectivement une limite par rapport aux effets antidépresseurs. Mais on peut le voir, c'était un peu dans ton propos aussi là, David, comme aussi quelque chose de différent. C'est-à-dire en fait que, et là il y a plein maintenant de travaux qui vont dans ce sens-là, je n'ai pas développé cet aspect-là, parce que ça fait l'objet d'une conférence, j'allais dire. Mais c'est-à-dire en fait que l'effet placebo, c'est pas forcément quelque chose qui est antinomique à l'effet antidépresseur. Par exemple, il y a un beau travail qui avait été publié en imagerie avec un effet administration d'un placebo, puis ensuite administration d'un antidépresseur, et mesure à chaque fois en IRM, je crois que c'était en PET, et en fait, récemment, c'était Petsina qui avait publié ça dans le JAMA ou dans l'American, je crois. Et en fait, ce qu'il montrait, c'est que quand le placebo, en fait, la réponse à l'antidépresseur était prédite par la capacité du placebo à aller cibler les cibles neuronales qui étaient ciblées par, et les réseaux neuronaux qui étaient ciblés par l'antidépresseur. Donc autrement dit, le placebo, c'est pas un effet opposé, ça va cibler en fait les mêmes mécanismes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on étudie, des mécanismes de contrôle cognitif, d'évaluation des stimuli, etc. Et en fait, par exemple, les attentes dont je parlais tout à l'heure, elles sont directement ciblées, j'allais dire, par les mécanismes d'action de ces psychédéliques ou de ces kétamines et de ces dérivés qui jouent directement sur, on sait que dans les modèles dits bayésiens, il y a une mise à jour de ces croyances et de ces attentes, etc. Donc autrement dit, l'idée c'est pas de considérer, ça c'était un petit éditorial dans le JAMA, c'est pas de considérer comme, j'allais dire, une impureté les effets placebo, mais au contraire, c'est quelque chose qui va... et il y a un autre papier récent qui était vraiment un peu complexe, mais très intéressant, qui montrait bien comment, en fonction des attentes et des perceptions somatiques, ça avait un effet sur l'humeur qui facilite augmenter la mise à jour des croyances. Et par exemple, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est non seulement on va mesurer la mise à jour des croyances dans le type d'otage, mais il y a aussi les mises à jour des attentes au cours du temps pour voir comment elle corrèle avec la mise à jour des croyances et l'évolution de l'humain. Alors, on va sortir de ce sujet-là, ça va, je ne suis pas trop... non, c'est bon. Pour parler alors de toute autre classe de produits qui est en développement, dont vous avez certainement entendu parler, alors qui sont les neurostéroïdes. Alors dans les neurostéroïdes, c'est un terme qui a été employé par Étienne-Émile Beaulieu, qui était l'ancien président de l'Académie des sciences, et qui en fait sont le fait que le cerveau produirait des stéroïdes qui ont des effets locaux. Alors bien évidemment, il peut y avoir des hormones qui sont produites en périphérie, qui sont aussi produites en centrale ou qui viennent de périphérie, mais en fait l'idée des neurostéroïdes, c'est des productions locales d'hormones. Alors vous savez qu'en fait la plupart des dérivés hormonaux des stéroïdes dérivent du cholestérol et du pregnénolone, et puis on va avoir deux produits importants qui sont le pregnénolone dont on reparlera et l'allopregnénolone, puisque c'était un produit qui a été utilisé en particulier dans la dépression du postpartum. Alors là c'est pour vous montrer qu'en fait c'est au-delà des effets hormonaux de ces produits, eh bien en fait ils ont aussi des effets sur les récepteurs dont on parlait, et y compris en particulier les récepteurs GABA. Alors là on revient un peu sur les récepteurs GABA qui sont un peu les mêmes, qui sont les cibles des récepteurs benzodiazépines. Alors la pregnénolone,
a un effet en particulier, ça on y reparlera après sur le binding, sur une protéine de transport vésiculaire qu'on appelle MAP2. Le sulfate de pregnenolone a des effets sur les récepteurs NMDA et ça a été montré que l'administration peut avoir un effet antidépresseur. Et puis l'allopregnanolone qui joue un rôle physiopathologique intéressant dans la dépression du postpartum a un effet sur les récepteurs GABA, qui fait qu'il y a un laboratoire qui a commercialisé et développé, alors c'était en fait le laboratoire SAGE, alors qu'il y a eu quand même un souci, hein, parce qu'en fait à un moment donné ils ont eu quand même des échecs. Moi j'avais été à un moment donné dans un board international de SAGE, ils avaient une perspective de développement, mais en fait ils ont eu à un moment donné un échec qui fait qu'ils ont perdu en bourse de manière considérable. Mais il y a eu 2 produits qui sont dérivés de l'allopregnanolone, hein, et qui ont été indiqués dans la dépression du postpartum, qui sont le brexanolone, qui en fait est une formule qui en fait se fait par perfusion sur 3 jours, 60 heures. Et ensuite il y a un dérivé oral maintenant qui est la zuranolone, qui est un peu la même chose, hein, mais qui là s'administre par voie orale. Alors ça c'est l'essai dans le Lancet du brexanolone. Juste pour dire qu'en fait, cette fois-ci, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de la dépression résistante. Là, on est dans la dépression normale, hein, on est dans la dépression normale, dans le contexte du postpartum. Et justement, c'est l'échec qu'ils ont eu, c'est qu'en fait, ils n'ont pas montré, avec le produit SAGE 517, qui était un peu pareil que le brexanolone, ils n'ont pas montré d'effet dans la dépression, qui fait qu'en bourse, ça s'est complètement effondré, alors qu'ils avaient un projet de développement qui était important. Dans la dépression du postpartum aussi. Alors non, dans la dépression, ils ont eu la FDA approval pour le brexanolone et même pour le zuranolone. Même si, alors je vais montrer ça après, je vais dire 2 mots sur ça, même s'il vient d'avoir un éditorial au début de l'année, là, disons, mettant en garde dans l'utilisation du zuranolone dans la dépression du postpartum. Mais donc, en fait, alors, comment ça marchait? Je trouve que le concept était aussi assez proche de la kétamine. En fait, c'était donc 3 jours de perfusion avec une surveillance, qu'il y a un effet quand même un peu sédatif. Hein. Les effets indésirables les plus importants, c'était essentiellement vertige, somnolence, sédation. Et donc on voit que, en fait, comme toujours, il y a un effet favorable par rapport au placebo, surtout à la dose de 90, non de 60 plutôt, même si en fait on s'aperçoit qu'après 30 jours, alors là il faisait 3 jours d'infusion et il surveillait, à 30 jours il y a quand même encore une différence vis-à-vis du placebo. Donc ça a été considéré comme vraiment une rupture, ils ont eu l'approval pour le FDA, ils ont essayé dans la dépression, ça n'a pas marché, donc ils ont l'autorisation, alors il n'y en a pas encore en France, à ma connaissance, hein, pas dans la dépression du postpartum. Ensuite, ils ont eu le zuranolone, pareil pour la dépression du postpartum. L'éditorial qu'il y a eu là dans le JAMA, alors bon, après, on ne connaît pas les conflits d'intérêts que peut avoir le gars qui a fait l'éditorial, mais en fait, il descend un peu ça en disant que c'est quand même très sédatif. Le coût est très élevé, puisqu'il est de l'ordre de $36 000 pour ce traitement. Et qu'en fait, il critique même les essais du zuranolone, qui a eu aussi une autorisation FDA, en disant que bon, les mesures placebo n'ont pas été bien faites, il y a eu des critères d'inclusion qui étaient trop stricts, qui fait qu'il y avait des malades qui s'étaient déjà améliorés, qu'ils ont viré, etc. Donc bon, je ne sais pas si ça, on n'entend plus parler vraiment en France. À un moment donné, ça, je voulais commencer à développer. Moi j'avais rencontré les gens en France, et manifestement pour l'instant on n'entend plus parler. Donc est-ce qu'il va y avoir un développement en France ou pas? On en sait. J'ai bientôt fini, rassurez-vous. En fait, là c'est juste pour vous montrer un peu les autres pistes éventuelles qui sont encore, alors certaines étant un petit peu, j'allais dire anecdotiques, hein, quand même. Bon, on ne parle pas de techniques de neuromodulation. Il y a en fait le dextrométhorphane qui est aussi un antagoniste NMDA qui en plus a une formulation avec le bupropion aux États-Unis et qui semblerait avoir des preuves comme quoi ça marche. Il y a donc on a le glucosamine, bon ça on ne connaît pas, on a vu les psychédéliques,
Aussi le pimavanserin qui est aussi un agoniste 5-HT1A, antagoniste 5-HT2, je crois, C, etc. Donc ça, c'est des produits. Alors, il y a un truc, faut être cocorico aussi, il y a l'équipe de Tours, Thomas Desmith à Tours, qui utilise, alors bon, ça c'est assez étonnant, mais qui utilise le protoxyde d'azote. Je ne sais pas si vous avez vu le papier qui vient publié dans le moléculaire, là, parce qu'il a combiné ça avec... et donc, il fait des injections de protoxyde d'azote. Donc, alors, vous savez que les gens, ils s'en font, hein, il y a quand même pas mal de... Vous en voyez, vous, des jeunes qui se prennent des protoxydes d'azote, mais là, dans un mélange... et donc, manifestement, ça a l'air d'être intéressant comme effet antidépressif. Alors, donc, juste un point, et après je dirais quelques mots sur le concept de dépression résistante, parce que c'est plus pour parler un peu plus du contexte par rapport au traitement. Donc ce qu'on disait, en fait la question c'est est-ce que ces traitements, et en particulier c'était l'idée qu'avait voulu développer le laboratoire Sage, je trouve, qui était pas mal, c'était l'idée vraiment de... C'est quand même un shift paradigmatique, l'idée que les malades déprimés peuvent s'améliorer très rapidement par rapport à l'idée que l'on a, qu'il faut 3 semaines, 4 semaines avant d'attendre un effet vraiment significatif. Et donc, ça a eu un... Alors, donc on a vu qu'estamine et eskétamine, les psychédéliques, bon, encore une fois, les réserves qu'on a dit sur le brexanolone et zuranolone, si un jour ça arrive en France, on pourra l'utiliser aussi comme ça. Donc d'une part, améliorer les gens rapidement, c'est quand même ça a un impact sur leur qualité de vie, sur leur fonctionnement rapide, je veux dire, ça peut avoir un coût économique, un bénéfice économique. Et puis ça a aussi un intérêt sur l'organisation des soins, et en particulier, nous c'est comme ça qu'on a structuré les choses, par exemple pour la kétamine, c'est qu'on fait souvent, et on a des gens qui viennent en ambulatoire uniquement d'hôpital de jour, avec une mise à... Et beaucoup de centres font pareil en France, en Belgique, etc., sur ces traitements. Il faut savoir quand même qu'en France, il n'y a pas tellement de patients qui reçoivent de l'eskétamine, en fait. On en parlait la dernière fois avec le laboratoire Johnson. Il y a un centre en Belgique qui fait pratiquement et qui couvre pratiquement l'ensemble des prescriptions en France. C'est pas tant que ça, en fait. Ils doivent être à 150 ou 200 patients en France, un truc comme ça. Pas si énorme. Parce que bon, à chaque fois, les collègues ont rencontré tous les problèmes. Alors, les CHU, manifestement, c'est plus problématique que les CHS. Ils ont rencontré des problèmes du coût de ce traitement. Mais, en tout cas, je trouve que ça, quand même, ce qui est quand même intéressant, de point de vue plus général, c'est de réfléchir à l'impact que ça a sur l'organisation des soins et la manière dont ça peut, j'allais dire, modifier la perception des soins. Et nous, par exemple, on a clairement réorganisé l'hôpital de jour quasiment comme un hôpital de jour médical. D'ailleurs, il faudrait qu'on arrive à financer. L'eskétamine, à un moment donné, on voulait le financer comme ça, en faisant quasi comme une T2A. C'est-à-dire, c'est plus un centre de soins de suite, mais c'est plus un centre de soins aigus de malades qui peuvent être tout à fait pris en charge en ambulatoire. En lien, en plus, parce que vous savez que c'est le problème de l'eskétamine d'ailleurs, hein, c'est que l'eskétamine ne peut être qu'administrée et délivrée à l'hôpital, qui fait qu'ils ne peuvent pas faire la pub auprès des médecins libéraux. Et donc, de fait, ils ne peuvent pas avoir leur développement. Et donc, ce qui, bien évidemment, explique aussi, enfin, c'est pas que ça qui détermine le prix, mais leur prix pour eux est important, parce que je veux dire, ils n'ont pas une patientèle qui sera très importante. Alors, dernier point rapide, en fait, c'est que on a beaucoup parlé de dépression résistante, et vous avez vu que les innovations sont surtout dans la dépression résistante, puisque les seuls que l'on a vus, c'était les neurostéroïdes dans la dépression, et encore uniquement dans le contexte du postpartum. Donc, c'est classique, la dépression résistante, 2/3 des patients en rémission après 4 lignes de traitement. Alors, actuellement, il y a une remise en cause de ce modèle de dépression résistante. D'abord, ça c'est une revue récente qui montre qu'en fait il n'y a pas vraiment de consensus sur la définition, ou plus exactement il y a plus de 150 définitions de la dépression résistante en fonction du nombre d'échecs, de la durée des traitements, du type de traitement, etc. Alors il y a eu une consensus Delphi, une conférence Delphi récente qui a dit qu'il fallait non pas 2 échecs de 2 antidépresseurs de classes différentes, mais de mécanismes différents, ce qui n'est pas forcément la même chose. Mais donc il n'y a pas forcément consensus encore actuellement sur la définition de dépression résistante. Et puis il y a eu une critique un peu
de ça en disant que c'est un modèle qui était à la fois très médical, qui impliquait une sorte de hiérarchie implicite des traitements. Puisque vous savez que souvent, quand on prend en charge ces malades, nous c'est un peu notre pain quotidien, si j'ose dire, en fait on utilise un peu des algorithmes, en quelque sorte. Alors on n'utilise pas des algorithmes au sens mathématique du terme, mais on a en tête ces algorithmes en disant, voilà, si un IRSS n'a pas marché, par exemple on va mettre un INRS après, vaccine, puis si ça ne va pas, on va mettre un tricyclique ou des associations, ou éventuellement des potentialisations, puis ensuite on passera aux IMAO, aux ECT, etc. Alors, il faut bien voir que ces algorithmes, en fait, ils reposent sur rien, en fait, si ce n'est la pratique, Par contre, c'est pas non plus stupide, c'est-à-dire qu'il a été montré, puisqu'en fait, il n'y a jamais eu de vérification est-ce qu'un algorithme est-il meilleur qu'un autre. Par contre, ce qui a été montré, il y a quelques études qui le montrent, c'est que l'utilisation d'un algorithme, c'est-à-dire quand on a quand même un plan de traitement, c'est mieux que de faire n'importe quoi. Voilà. Ça semble évident, mais pourtant, voilà. Mais en fait, on voit aussi que, étant donné qu'il y a une sorte de hiérarchie implicite, on a déjà eu des malades, et ça c'est l'expérience qui nous le montre, qui en fait, je veux dire, parce que la logique aussi c'est qu'on descend dans l'algorithme, alors que des fois quand on peut remonter, on a déjà eu des malades, ils avaient échoué 6 mois, on remet un IRSS qu'ils n'ont pas eu, ça marche, quoi. Donc je veux dire, c'est pas forcément... En plus, souvent c'est dans l'idée de dépression résistante, c'est plus la réponse que la rémission. Et puis, ça a été critiqué en disant c'est très centré sur les symptômes, que ça pourrait être aussi, il n'y a pas de prise en compte du point de vue des patients, la perspective patient, on va voir justement ce qui est un peu développé dans d'autres perspectives. Et puis, on a parfois l'idée que, et ça c'est quand même un point qu'il faut dire, c'est-à-dire que des fois on confond entre la maladie résistante et le patient résistant. On est quand même la seule discipline où, je veux dire, on a un malade qui est déprimé, à qui on a fait un diagnostic. Alors, bon, certes, on n'a pas de validateur externe du diagnostic. Il résiste au traitement si après 4 échecs, on va dire c'est un trouble de personnalité. On dit ça fréquemment. C'est-à-dire, ça ne viendrait pas l'idée à un oncologue qui fait un diagnostic de cancer après échec de 4 traitements, de dire ah ben non, finalement, c'était pas un cancer, on s'est planté. Non. Alors qu'en fait, la mortalité est quand même très élevée, quand même, il faut faire attention, on n'est pas quand même, parle pas de choses. Et donc, à un moment donné, on confond le patient avec... voilà. Et puis, bon, bien évidemment, il n'y a pas de marqueur biologique qui fait qu'on justifie tel traitement plutôt que tel autre. Alors, il y a des données, mais en fait, elles ne sont pas encore, j'allais dire, translatées dans la pratique. Alors, il y a eu un... Même si, en fait, on va voir que ce n'est pas non plus révolutionnaire, mais il y a eu quand même des publications récentes où les gens ont dit, mais finalement, plutôt que de prendre cette approche de dépression résistante, plutôt définissons ce qu'ils appellent une dépression difficile à traiter, ce qui va permettre de couvrir un champ plus large, avec l'idée, alors la définition est encore assez large aussi, c'est en fait la dépression avec la persistance d'un fardeau significatif en défi des efforts thérapeutiques habituels. Mais l'avantage de ça, c'est que ça permet soit de considérer qu'il y a des malades qui sont répondeurs mais qui ne sont pas en rémission, donc qui ont quand même encore un fardeau, soit c'est des malades, et ça on les voit, qui en fait ne sont pas résistants, mais par exemple ont des effets indésirables importants, qui fait qu'on n'arrive pas à les traiter, parce qu'à chaque fois, dès qu'on leur donne des produits, alors il faut voir un peu, faire de la pharmacogénétique, etc. Soit c'est des malades, et là, on va commencer à prendre en considération d'autres dimensions, et pas simplement la dimension Hamilton ou MADRS, c'est des malades qui certes vont mieux, mais ils sont plus fonctionnels, quoi. Ils ont une mauvaise récupération fonctionnelle, ils ont une diminution de la qualité de vie, etc. Et donc c'est un peu cette idée de dépression difficile à traiter, avec, vous voyez là, les paramètres qui pourraient contribuer à ça, dont certains, ça veut dire que c'est un sous-groupe, la dépression résistante est un sous-groupe de ce groupe de dépression sévère, donc il peut y avoir bien évidemment des dépressions comorbides, des éléments psychiatriques, des conditions médicales qui participent, mais il peut y avoir aussi une évolution fluctuante des symptômes, des troubles fonctionnels, des problèmes d'observance, et pas de compliance, mais d'observance au traitement, etc. Donc, alors après, ce qu'il conseille dans ces publications, c'est bon, ensuite de faire des évaluations systématiques et tout, mais en fait on fait un peu déjà, c'est là où il réinvente un peu le fil, à couper le beurre, mais l'intérêt quand même, c'est que ça permet de définir des objectifs thérapeutiques un peu différents, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire non plus, parce que ça a été une critique qui a été faite ensuite, bien évidemment c'est un peu un débat actuellement dans la littérature, et c'est une critique de la communauté, c'est une critique qui a été faite aussi en disant, bah oui, mais ça veut dire que vous êtes un peu dans une sorte
vision un peu pessimiste des choses, et vous n'êtes pas dans l'objet de vouloir être dans la rémission. Si, l'objectif est dans la rémission, mais ça passe peut-être au départ par un meilleur contrôle des symptômes, une amélioration du fonctionnement, de la qualité de vie, avant d'avoir, et j'allais dire, cet objectif, ça serait de surcroît, on dirait. Autrement dit, la prise en compte du point de vue du patient et une prise en charge plus globale. Alors, par exemple, donc, les principes thérapeutiques, alors en même temps, c'est ce qu'on fait un peu, hein, mais donc ils disent, voilà, réduire les risques de rechute, optimiser le fonctionnement psychosocial, contrôler les symptômes qui sont les plus gênants, et puis, alors là, c'est très américain aussi, hein, décision partagée, développer les stratégies d'auto-management, l'engagement dans les soins, implémenter des évaluations régulières, ça c'est quand même des éléments importants, et puis bon, définir un plan. Voilà. Alors, bon, j'allais dire, si c'était que des principes ou des choses comme ça, on pourrait dire, bon voilà, ça fait des publications, voilà. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils ont commencé à faire des essais thérapeutiques où ils ont commencé à utiliser un peu des métriques d'évaluation différentes, parce que vous avez vu tout à l'heure, on parlait rémission, réponse, etc. Là, ils ont par exemple évalué, est-ce que le changement des symptômes qu'on mesure au cours du temps, eh bien finalement, ils ont montré que c'était un meilleur prédicteur de la qualité de vie et du fonctionnement des gens que simplement le score final dans une échelle. Donc ça commence à impliquer, à induire des changements dans la conception des essais thérapeutiques. Et autrement dit, le point de vue du patient, alors ça par exemple, c'est les travaux qu'avait fait Astrid Chevance, que vous connaissez certainement, hein, qui en fait avait considéré le rôle de la prise en compte de l'avis des patients, ce qui est quand même un peu bizarre quand on dit ça, mais quand même, dans l'évaluation des effets des traitements, et en particulier des effets indésirables. Et là, par exemple, elle avait fait une enquête auprès à la fois des patients et de l'autre côté auprès des professionnels de santé, et en fait montrant que les attentes d'effets indésirables sont absolument pas les mêmes en fait. Vous voyez, en fait, l'insomnie est considérée comme un premier point alors qu'elle n'est pas du tout mise dans la liste des priorités que considère important le thérapeute, les médecins. L'anxiété, la fatigue, la prise de poids, bon ça oui, la prise de poids on le sait, l'agitation, les troubles sexuels, alors que les médecins mettent en avant les troubles sexuels en premier, alors que ce n'est pas la priorité, même si c'est quand même très élevé. D'où l'intérêt de voir un peu cet écart qu'il peut y avoir entre les patients et ça. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça va donner, ça, par exemple, ce type d'éléments? Eh bien, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a ce qu'on appelle les VBHC, je ne sais pas si vous appelez ça en pédopsie, qui sont les Value Based Healthcare, c'est-à-dire comment on évalue la valeur ajoutée, au sens économique du terme, du soin, en fait. Et en fait, on est en train de mettre en place, via Hélène de Faverges, et en collaboration avec à la fois le service de Cédric Lemogne à l'Hôtel Dieu et le service de Caroline Dubertret à Louis Maurier, on va commencer à mettre en place des procédures d'évaluation au cours du soin des VBHC, c'est-à-dire on va demander au patient quelle valeur vous a apporté, qu'est-ce que ça vous a apporté les soins, parce que nous on peut être content et dire c'est super, il n'était pas bien, il va mieux, mais en fait est-ce que le malade est donc avec des questionnaires qu'on est en train d'élaborer, d'ailleurs avec Astrid Chevance, en sachant que ça existe déjà au Canada, mais ça commence à se mettre en France. Alors, il y a aussi les gens de Sainte-Anne qui commencent à le faire, c'est pour ça que la PHP essaye un petit peu aussi au devant. Et puis ça existe déjà, bien évidemment, dans d'autres domaines médicaux, ça existe en particulier pour les cancers du sein, etc. Donc en fait, c'est simplement, les patients, on leur donne un lien, un lien qui leur permet de remplir des questionnaires, mais qui ne sont pas simplement sur les échelles symptomatiques, mais sur la qualité de vie, la perception des soins, etc. Parce que c'est vrai qu'on peut être content, mais à la fin, d'ailleurs, on le voit quand on reçoit le courrier des patients, quand on reçoit le courrier de la direction des affaires juridiques, ils nous disent alors qu'on pensait qu'il était content, mais en fait, ils n'étaient pas contents, etc., etc. Donc c'est vraiment la valeur ajoutée qu'on apporte aux soins, qui est aussi une réflexion que mène les gens. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. En tout cas, voilà, donc l'idée, dépression résistante, juste pour conclure là-dessus, c'est des concepts quand même assez proches, mais prendre en compte la perspective patient, et puis ce que je vous disais, des nouvelles métriques d'évaluation des comportements. Voilà ce que je voulais vous dire.
s'il y avait autant d'échanges, bien évidemment.